Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oh, c'était un petit bonsoir. On avait dit qu'on lançait à 5 spectateurs, donc ce live aurait très bien pu ne jamais commencer. Mais heureusement, vous êtes déjà 5 de présents. Bonjour à tous. Salut Simon. Salut. C'est la deuxième fois que tu viens sur cette chaîne pour en direct. C'est déjà le troisième épisode. Finalement, tu seras à tous les deux épisodes en fait, hein. Alors, je suis un petit peu Calimero, surtout que ça fait pas si longtemps qu'on fait cette émission. Donc, comme vous pouvez le voir, je préfère vous le dire parce que on assume, on le dit. Techniquement, c'est très roots. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu du bricolage. Simon a fait une espèce de montage complètement fou avec un logiciel de capture de caméra. En fait, il est avec une super caméra Canon, mais il peut pas se mettre en plein écran, ce qui explique pourquoi Simon a fait le choix du surcadrage pour être avec nous ce soir. Par contre, c'est un effet de style. Ouais, c'est ça. Par contre, il a un super son et ça, c'est très très intéressant. Hello NC Movies qui est déjà parmi nous. Alors, Simon, si je t'ai invité aujourd'hui, c'est pour qu'on discute ensemble de choses assez complexe en apparence et en tout cas qui semble aujourd'hui répondre à une certaine urgence. Et je le dis du coup pour ceux qui nous écoutent, si on a décidé de faire aujourd'hui cette petite discussion et de la partager avec vous, c'est parce qu'on sentait une forme d'urgence en fait à parler de ce sujet. Évidemment, on va expliquer un petit peu, on va rentrer un peu dans le détail. Mais avant ça, je voulais quand même qu'on discute avec toi de ton actualité personnelle, c'est-à-dire entre la première émission qu'on a fait ensemble et aujourd'hui, ce dimanche soir, c'est le lancement, voilà, je vais y arriver, le lancement de ta chaîne YouTube. Et ça tombe bien, c'était absolument pas prévu, j'ai été le premier à être surpris, mais tu as en plus sorti une vidéo aujourd'hui. Ouais. Présente-nous un petit peu cette chaîne YouTube, qu'est-ce que tu vas y faire, pourquoi tu as décidé de la lancer, et un petit peu les deux premières vidéos qu'on peut y trouver qui sont quand même relativement passionnantes. Ok. Du coup, cette chaîne, en fait, c'est un long projet que j'avais depuis un moment et tout. Donc maintenant que c'est lancé, on va essayer de le tenir un maximum de temps, voir comment ça grandit et tout. Donc le projet, c'est de faire toutes les 2 semaines, idéalement, une vidéo donc sur des sujets très très divers et très variés, mais qui ont tous en commun l'esthétique. Alors l'esthétique au sens de discipline philosophique qui réfléchit sur la question des images, des représentations et de tout un tas d'autres choses. Et je commence avec des vidéos sur les questions des émotions, entre autres, dans les œuvres. Comment produire certaines émotions, ou comment certaines œuvres produisent des émotions. Et puis après, on élargira évidemment à d'autres sujets. Mais voilà, l'idée c'est à la fois donc d'avoir un angle un peu différent, disons, sur les images par rapport à ce qui se fait globalement sur YouTube. Donc moi j'ai une formation plutôt au niveau du cinéma à la base, mais si je peux parler d'autres choses comme des jeux vidéo, je vais faire une vidéo sur les jeux sur un jeu vidéo d'horreur, et puis là il y a celle qui est sortie aujourd'hui sur One Piece, donc j'essaie d'être assez éclectique. Et en même temps, voilà, donc du cinoche aussi. Et puis, évidemment, comme l'esthétique ne se limite pas que aux images qui sont produites, des images en mouvement, ça pourra être aussi l'occasion d'aborder des questions politiques, comme on va le faire entre autres aujourd'hui. Enfin, des rapports en tout cas qu'entretiennent les images avec le politique. Ok, super. Je dois avouer que l'angle que tu prends est très intéressant, notamment parce que c'est pas forcément celui qui est privilégié sur YouTube aujourd'hui. J'allais dire le YouTube cinéma, mais en fait, toi, t'es même pas condamné, oula, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, t'es pas uniquement concentré sur le cinéma, puisque t'as fait une première vidéo sur The Blade de Tsuyark, Ouais. qui est un film génial, et ta vidéo est vraiment très éclairante. Donc la deuxième, c'est sur One Piece et son rapport et le rapport aux émotions qui fait tenir l'œuvre. Je vous invite vraiment à aller découvrir ce travail. Évidemment, j'ai mis le lien de ta chaîne en description. Donc les gens peuvent cliquer. Évidemment, vous cliquez, vous mettez en pause et vous restez sur ce live. Vous allez voir ça à 22h et quelques. Voilà, pour l'instant, on est sur cette émission. Alors, je précise aussi que t'es pas forcément mon invité, entre guillemets, aujourd'hui. En fait, on a vraiment préparé l'émission ensemble.
Moi, je t'avoue aussi que j'avais vraiment envie de la faire avec toi parce que je pense que te connaissant, tu auras beaucoup de choses à nous apporter. Ça va se présenter sous forme d'un dialogue, mais évidemment, je le précise, et pour moi, c'est très important. Si vous avez envie de participer, etc., il faut vraiment que vous le fassiez, notamment dans le chat YouTube. J'en profite pour dire bonjour à Franck, enfin plutôt rebonjour, parce qu'on était déjà en direct sur Facebook. Et si on parlait cinéma, je fais un petit peu de pub au passage, cet après-midi. Le dimanche, c'est direct. Donc, n'hésitez vraiment pas à le faire parce que, en fait, tout ce qu'on va dire ce soir n'engage que notre point de vue, notre discussion, et entre guillemets, ce qui va ressortir, en fait, de ce petit live qui se présente sous la forme d'une proposition, en réalité, puisque, en réalité, l'idée qui nous a poussé à mener cette discussion ce soir, c'est l'émergence de ce projet loi sécurité globale qui fait énormément parler dans les médias, qui fait beaucoup réagir, et qui, à notre sens, touche à des problèmes d'image qui ne sont pas vraiment posés, ou en tout cas qui ne sont pas posés en des termes qui nous semblent vraiment permettre de comprendre pleinement ce qui se joue, et ce qui peut se jouer. Donc cette petite discussion sera aussi bien au présent qu'au futur, c'est-à-dire que le but, ce sera autant de parler de ce qui se passe, de ce qui se joue actuellement et de ce qui est en train de se nouer avec ce projet de loi qui cristallise tout un tas d'interrogations qui dépassent largement en réalité ce projet de loi précis et la situation, on va dire, totalement contemporaine de la France, etc. Et en même temps, ce sera aussi l'occasion pour nous de peut-être discuter de quelque chose qui finalement se fait très peu, c'est-à-dire de réfléchir aux alternatives à tout ce qui se passe, de réfléchir aux solutions qu'on peut trouver ensemble, et surtout de la force de proposition qui est celle de citoyens engagés qui eux-mêmes ont la possibilité et doivent se donner les possibilités et les moyens de s'approprier des outils, de les utiliser et de les mettre au profit justement de réflexions nouvelles sur les images. Donc pour le dire très clairement, la question qui va se poser ce soir, c'est celle, en tout cas qui prend racine dans cette loi sécurité globale, et notamment le fameux article 24 qui fait polémique sur la question du filmage et de l'interdiction de filmer et diffuser des images de policiers ou de gendarmes dans l'exercice de leur fonction. Alors qu'ils sont identifiables. Hein. Voilà. Alors, le texte a été retouché. De toute manière, j'allais lire l'article à un moment donné parce que je pense qu'il faut partir du texte en lui-même, sinon on patauge dans quelque chose de trop informe, etc. Et donc, juste pour continuer un peu à présenter de manière générale, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, le but c'était de partir de ce climat-là, de toutes les réflexions qui naissent médiatiquement autour de la question de la censure, de filmer, qu'est-ce qu'on filme, qu'est-ce qu'on ne filme pas, est-ce qu'on a le droit de filmer, est-ce que cette loi est légitime, etc. Pour poser la question un peu plus large en fait de la censure, de la confiscation des images, et surtout de ce que ce phénomène, ou en tout cas cette actualité entre guillemets urgente, qui était le mot que j'employais, nous parle des rapports entre esthétique et politique, et nous parle un petit peu de la conception qu'on se donne aujourd'hui de l'image, ou de certaines images en tout cas, qui, à notre sens, est assez limitée. C'est-à-dire que, à notre sens, il y a une forme d'incompétence et d'insuffisance du discours politique et du discours médiatique qu'on ne va absolument pas combler, qu'on ne va absolument pas compléter, mais auquel on avait envie de donner une petite alternative qui est la nôtre, et qui se limitera évidemment à la nôtre. Je sais pas si Simon, tu voulais ajouter quelque chose à cette très brève présentation. Non, non, pas du tout, rien. Ni des termes ou des choses que j'ai oubliées, parce qu'on avait quand même beaucoup de choses. Peut-être juste vraiment préciser la notion d'esthétique, parce que on a eu ce cas un peu... toi, c'est tombé sur différentes personnes qui nous ont rappelé que pour la plupart des gens, vraiment, esthétique signifie avant tout ce qui est beau, comme l'adjectif qu'on donne en général à un objet. On dit c'est esthétique, donc c'est plaisant à regarder, c'est beau. Pour nous, l'esthétique, c'est vraiment un domaine, une discipline en fait, qui est celle de la réflexion donc sur les images, sur les représentations, et qui du coup de facto en fait est politique, puisque ces images passent en général dans des circuits publics, sont montrées au plus grand nombre, et voilà. Donc, Ok, parfait, ouais, c'est vrai que c'est un point qu'on voulait faire, et autant le faire tout de suite. J'en profite aussi pour vous préciser, comme ça c'est fait, vraiment ce que cette émission ne sera pas.
puisque le titre peut un peu porter à confusion. En fait, la loi sécurité globale, sur laquelle on va revenir un petit peu au début, ce n'est que le point d'ancrage, si vous voulez, de ce qui nous a donné envie de parler de ce sujet. Mais cette émission, elle ne sera pas sur les violences policières, ce ne sera pas une émission sur les institutions, sur les dysfonctionnements dans la police, ou même les dysfonctionnements précis sur la législation des images policières, etc. Déjà parce qu'en fait ça ne fait absolument pas partie des champs de nos compétences. Je sais pas pour toi, mais en tout cas moi je ne connais pas assez le fonctionnement de ces institutions pour pouvoir porter même un avis dessus public en fait. Si on décide de prendre la parole, c'est parce qu'à notre avis il y a quelque chose qui se joue sur lequel on a une réflexion qu'on a envie de partager. De réfléchir sur l'importance des images dans les institutions juridiques, entre autres. Oui, tout à fait. Donc c'est plus une question. C'est une question d'image et non pas d'institution en tant que comment elles fonctionnent et qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ces institutions, puisque visiblement quelque chose ne fonctionne pas, mais il y a des gens qui font des travaux de recherche, qu'ils soient journalistiques ou plus concrets sur le terrain, qui sont évidemment bien plus pertinents que les nôtres. Enfin, sachant qu'on n'en fait pas, mais en tout cas c'est plus pertinent que si nous on en faisait. Bref. Alors pour donner un petit peu de contexte, tu parlais justement de cette loi sécurité globale. On va commencer par là, comme ça on évacue un petit peu la chose et puis en même temps on recentre la problématique directement sur ce qui nous intéresse. C'est une loi qui a été proposée très récemment et qui en fait a un petit peu qui a provoqué des gros remous médiatiques qui sont notamment partis des réseaux sociaux à partir d'un article. En fait aujourd'hui la loi elle est vraiment associée à cet article. On a l'impression que quand on parle de loi sécurité globale on parle de cet article, à tel point que la notion de sécurité globale a presque été assimilée à cet article qui vise d'abord à protéger les policiers. Alors quand je dis ça, je dis absolument pas que c'est très clair et que le texte dit exactement ça, mais c'est la manière dont il a été défendu par ceux qui l'ont proposé. C'est que la légitimité de cette loi et la raison pour laquelle, en tout cas, l'article a été proposé, l'article 24 que je vais vous lire, c'était pour protéger les forces de l'ordre. Je vais donc vous lire l'article en question, donc c'est l'article 24. Je vous lis « Est puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit, et quel qu'en soit le support, dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un fonctionnaire de la police nationale ou d'un militaire de la gendarmerie nationale lorsqu'il agit dans le cadre d'une opération de police. » Donc, on comprend bien que la problématique que pose cet article, ou en tout cas l'interdiction qu'il porte, vise véritablement la diffusion. Ce qui, entre guillemets, a été un petit peu contourné un certain temps. Alors, la version que je vous lis, c'est la version retouchée de l'article. Tu me précisais tout à l'heure, Simon, la différence porte sur la notion de protection de l'identité, c'est ça ? Oui, bah là, en l'occurrence, c'est ça, en fait. C'est pas... Techniquement, on a le droit de filmer, en fait, des policiers dans l'exercice de leur fonction. L'important, c'est qu'on ne puisse pas les identifier. Et justement, sur cette idée, au nom, en fait, d'un rapprochement qui pourrait être fait et qui pourrait, du coup, porter atteinte, en fait, à leur... qui pourrait être dangereux pour eux, en fait, si on les identifie de quelque manière que ce soit, où on pourrait les retrouver, où on pourrait les condamner, ou ce genre de choses, quoi. Et alors, la crainte qui naît du coup de cette loi, c'est l'idée que cette confiscation d'une partie des images, ou en tout cas d'une certaine manière de filmer les choses, parfois de manière involontaire, c'est-à-dire que tout à coup, si sur une vidéo qui peut être jugée importante, apparaît l'identité de quelqu'un qui ne veut pas y figurer pour des raisons de sécurité, l'image se retrouve confisquée. Et c'est un petit peu de là qu'est née la crainte, c'est-à-dire d'une confiscation des images qui ne s'appliquerait plus uniquement à ce simple cadre, qui est d'abord un cadre légal en fait, mais tout simplement la disparition, ou en tout cas l'absence d'automatisme dans l'enregistrement et la diffusion, notamment de violences policières. Et alors, chose assez édifiante, j'ai envie de dire, c'est qu'au moment où ces questions-là réémergent à partir de cette loi, on a vu se multiplier assez rapidement des images, ou en tout cas la diffusion justement d'images de violences policières notamment, qui
sur les réseaux sociaux, on trouvait un écho direct avec l'idée que semblait porter cette loi, et notamment cet article 24. Alors, une fois ce constat fait, ou en tout cas ce rappel, entre guillemets, fait, on va pas aller beaucoup plus loin, parce que de toute manière, l'article est accessible, vous pouvez trouver le texte de loi sur Internet, mais ce qui nous intéressait, c'était surtout d'interroger ce que le débat qui est en train de réémerger dit de notre rapport aux images. Et notamment, quels discours peuvent se porter sur les images, et à quel point, finalement, on a fait des images, et on en fait encore, un centre de préoccupation majeur, puisqu'on comprend ici que pour le gouvernement se joue un problème de pouvoir, une question de pouvoir qui est absolument centrale. Ouais. Je sais pas si déjà... Je dirais, en fait, le premier point, en fait, je dirais le premier argument que j'ai vis-à-vis de ça, c'est que systématiquement, quand il y a une censure d'image, à un moment qui apparaît, quelle qu'en soit la raison, qu'elle soit légitime ou illégitime ou quoi que ce soit, mais systématiquement, dès qu'il y a de la censure, on se rend compte que c'est pour limiter des pouvoirs des images ou pour se les réapproprier, et en fait, ça prouve vraiment que les images ont un pouvoir, et que dans la mesure où elles ont un pouvoir, elles sont politiques parce qu'elles rentrent dans ce jeu qui est celui du contrôle du visible, et de savoir comment est-ce qu'on représente les choses, qu'est-ce qu'on va dire sur les choses, et du coup ça rentre tout de suite dans un jeu qui est politique. Et effectivement, la censure, elle est toujours articulée là-dessus, en fait, sur une réappropriation ou un contrôle du pouvoir des images. Et je pense que c'est ce qui joue précisément dans cette... Enfin, en tout cas, c'est nous la lecture qu'on voudrait proposer sur ce texte, en fait. Et même au-delà du texte, parce qu'en fait, on comprend très bien, et on a même ce sentiment, c'est presque une intuition, donc ça vaut ce que ça vaut, mais que finalement tout ça s'inscrit dans quelque chose qui, évidemment, trouve des ramifications depuis très longtemps, etc. Mais c'est vrai que depuis maintenant quelques années, voire même quelques mois, la résonance des images dans le champ politique, et notamment dans le champ de la défiance, ou en tout cas d'une volonté de s'affranchir de quelque chose, est assez puissante, parce qu'on voit très bien, par exemple, à quel point le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, et on en avait discuté, c'est vrai que c'est un point sur lequel on peut revenir, parce que on s'est rendu compte à quel point ce qui se jouait à ce moment-là était pris en charge par les images. En tout cas, une grande partie de ce qui se jouait là était pris en charge par les images, puisque on avait, sur différentes plateformes, sur différents lieux de diffusion des images qui justement étaient diffusées selon des régimes extrêmement différents, et qui pourtant prétendaient faire état d'une même situation, avec une pseudo-objectivité. Donc on avait d'un côté sur les réseaux sociaux, alors c'est un peu caricatural, mais sur les réseaux sociaux, on a eu l'émergence d'une défiance envers la police, et donc indirectement envers le gouvernement, ou en tout cas avec cette idée que la police, à ce moment-là, incarnait directement le bras armé de l'État, et que lorsqu'on s'en prenait à la police sur le terrain des idées, on s'en prenait aux idées du gouvernement. Il y a eu quand même cette défiance assez incroyable envers la police, c'est-à-dire que tout à coup, beaucoup de gens de différents bords politiques se sont mis à revendiquer une colère envers la police, ce qui était quand même relativement inédit, ou en tout cas, depuis quelques années, c'était pas arrivé, et donc diffuser des images de violences policières, pour dénoncer justement les actions d'un gouvernement qui cherchait à réprimer ce mouvement qui était en train d'être. Et d'un autre côté, on avait des images qui étaient tout autant diffusées, qui étaient diffusées parfois un peu plus à la télévision par exemple, qui allaient montrer justement les Gilets jaunes comme un groupe relativement informe, qui était porteur d'une violence qui notamment s'adressait aux policiers, et c'était des médias qui diffusaient des images où on voyait des policiers subir des violences, et en général, ces images étaient même directement soutenues par un discours, puisque dans beaucoup de cas, on avait l'image qui était doublée de la voix d'un journaliste qui allait raconter ces images. En fait, il les décrivait même pas, il les racontait, parce qu'il nous donnait un contexte qui aurait très bien pu être inventé, ou en tout cas qui n'est absolument pas porté par les images. Donc finalement, on n'a aucune raison de croire ce qui nous est raconté à ce moment-là. Donc,
on sent qu'il y a quelque chose qui se cristallise en ce moment, qui est assez violent, assez virulent, et qui semble surtout relativement essentiel. Oui, oui, en fait, il y a eu ce qui a été important, en fait, je pense, avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est que dans la représentation dominante des médias, c'est tout de suite mis en place un contre-champ. Et ça, c'est super important parce que forcément, toute image est une construction, en fait, d'une esthétique du réel. Et elle offre une représentation du réel, donc c'est-à-dire si elle offre une représentation, elle est déjà forcément biaisée. Et les discours qui ont été tenus étaient globalement de dire que ces images-là représentaient une vérité de fait, et que sur Internet s'est mis en place un contre-champ réellement, c'est-à-dire qu'on a montré une sorte d'envers de ce que les médias voulaient présenter. Alors après, sur Internet, c'est plus complexe parce qu'effectivement, comme tout le monde s'y regroupe, on peut retrouver des images de médias, on peut retrouver des discours qui sont plutôt hétérogènes, alors que globalement, dans les médias dominants, c'était quand même assez homogène au niveau du discours qui était tenu. Mais il y a eu une réelle utilisation des images sur un plan forcément juridique d'une part, puis ensuite réellement politique d'une revendication et tout. Donc c'est hyper important en fait Alors excusez-moi parce que j'ai eu un petit bug technique. Oui, ton image a sauté. J'ai lâché, ouais. Hop. Alors en attendant... Est-ce que tu penses que tu vas essayer de te reconnecter ou... Je sais pas, partager l'écran... Sinon, si on a le son, ça marche aussi. T'as lancé ton truc là? Ah non, on est toujours en ligne. Ok. Ça arrive. Alors, pour être honnête, je suis assez content que ça n'arrive qu'au bout de 3 émissions. Donc, on va réparer ça tout de suite. Je devrais pouvoir relancer dans un instant. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, le truc, c'est qu'on est un peu décalé avec YouTube. Comme j'ai pas un très très bon PC, j'ai mis un mode où... Là, en fait, sur YouTube, au moment où je vous parle, alors c'est hyper méta, mais en gros, vous n'avez même pas encore eu accès au bug. Donc, je peux même pas vous demander ce que vous préférez, entre guillemets. Mais là, Simon est revenu, donc... On recommence, on fait comme si de rien n'était. Hop, est-ce que tu vas réussir à rechoper directement ta phrase? Ouais, je pense. Donc du coup, il y avait disons ce clivage entre les grands médias et Internet. Et Internet a réexploité vraiment politiquement les images pour produire une autre représentation de ce qu'a été le mouvement des Gilets jaunes, de ce qu'ont été les violences policières, et qui forcément s'articulent de discours, puisque les images ne naissent jamais seules, elles naissent toujours selon des discours qui les légitiment, les discréditent. Et les discours servent à montrer des choses, à faire voir des choses dans les images, précisément. Donc, au fond, sur Internet, il y a eu ce truc de... l'image des grands médias était une sorte d'image écran, dans le sens où elle l'empêchait de voir une réalité qui devait être soutenue par les images qu'il y avait du coup sur Internet. C'est-à-dire qu'on avait une image masque du côté des médias dominants et une image vérité du côté d'Internet. Enfin, pour caricaturer, pour opposer un peu les deux grands discours quoi, qui ont été tenus sur ces images-là. Justement, là, je trouve que déjà, tu t'introduis un truc qui est assez essentiel et qui est un des points de friction aujourd'hui qui pose un certain nombre de problèmes. C'est l'espèce de... comment dire, d'absolue confiance qui est faite à l'image, et qui fait de l'image certainement ce qu'elle n'est pas, justement. Et c'est là où il y a une confusion peut-être qui nous intéressait pour apporter notre toute petite pierre, mais c'est même un caillou en fait, mais pour voir un gravier, si on continue un grain de sable, appelez-le comme vous voulez, mais bon, un grain de sable peut enrayer beaucoup de choses, on le sait. En tout cas, bref, bon, ouais, j'aime bien les métaphores, je me devais d'en faire une, mais en fait, il y a quelque chose de très problématique dans le fait que considérer qu'une image détient une vérité absolue, voire même ontologique. C'est-à-dire qu'il y a cette confusion qui est presque archaïque d'une certaine manière, de penser qu'une image est directement la chose elle-même, c'est-à-dire une image correspond parfaitement à ce qu'elle représente. Voire même qu'une image, c'est la chose elle-même, la chose qui nous est montrée. C'est d'autant plus vrai avec le problème des images en mouvement de la photographie et du cinéma qui ont ce côté très empreinte du réel, quoi. Absolument. Si tu veux, un peintre peint, donc tu te dis, à la limite, il fait un peu ce qu'il veut, mais bon, le réel, tu peux pas non plus le modeler à l'infini.
Absolument. Et puis j'ai l'impression qu'il y a même encore une couche qui va se rajouter à partir du moment où les images deviennent presque en direct, enfin deviennent du direct. Oui. C'est-à-dire quand on a une image de quelqu'un qui a saisi un instant avec son téléphone portable. Je dis pas que les images trouvent tout à coup une nouvelle... ce sont pas des nouvelles images, un nouveau type d'image, etc. Mais il y a encore une nouvelle couche. Encore que la télévision s'est quand même fondée là-dessus. Hein. Le propre du direct, c'est la télé qui a inventé le direct, en fait, au niveau des images. Oui, tout à fait. Mais alors, il y a le direct, et puis le fait que la personne qui l'a filmé l'a fait avec presque... et je reprends une image qui est très partagée, hein, mais l'a fait avec une espèce d'extension de son corps, qui est le téléphone, où c'est pratiquement comme si on avait eu accès à ce moment-là à son regard direct. On avait eu directement accès à ses yeux, parce qu'elle a juste eu à sortir ce petit appareil qui, quand même, d'un point de vue technique, change beaucoup de choses à notre rapport aux images, et on va même pas revenir là-dessus, mais... Et que du coup, ça rajoute encore plus cette persuasion, voire même cette auto-persuasion que l'image correspond forcément à la vérité qui semble s'y jouer en son sein. Ce qui est une confusion quand même problématique, parce que pour reprendre la formulation de Marie-Josée Mondzin, et on en reparlera plus tard, c'est pour ça que là je vous dis pas tout de suite qui c'est pour ceux qui ne sauraient pas, l'image aujourd'hui quand même, presque systématiquement, et c'est en un sens dramatique, est absolument évacuée, n'a jamais droit à la présomption d'innocence. Sauf dans les cas où, justement, on évoque la manipulation, qui elle-même, parfois, n'est pas forcément fondée, etc. Mais en fait, c'est même pas une question de manipulation qui consisterait à dire est-ce qu'on a truqué les images ou autre, c'est le regard même, le rapport même qu'on se fonde aux images. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on considère l'image ? Est-ce qu'on la considère comme étant un ersatz absolu de réalité et une espèce de bloc de réalité qui serait inamovible et qu'on peut prendre comme tel? Oui, c'est le problème en fait que pose un peu ce texte, c'est-à-dire que... Alors on précise... Le texte de loi, c'est que... le texte de loi, pardon. Je crois que tu parlais du texte de Mondzin. Non, on parlera peut-être de Mondzin plus tard, mais oui. Le texte de loi, il part de ce postulat en fait que finalement, l'image est preuve. Et du coup, elle est preuve et forcément juridique, quoi. Alors qu'en fait, c'est un truc qui est beaucoup plus complexe, hein, qui est débattu. Nous, on en parle là tranquillement, mais c'est débattu à... Enfin, c'est un background historique fort, quoi. Cette question de est-ce que l'image possède une vérité ou pas. Et supposer que du coup l'image est preuve, c'est un peu le point de vue qu'on a juridiquement, parce que l'image sert justement à attester d'une véracité des faits ou non. Et la loi, juger un événement, juger une exaction ou que sais-je, c'est toujours se poser, c'est toujours se baser sur un factuel dont l'image serait en fait le témoin, mais justement, elle n'en est que le témoin. C'est-à-dire, elle n'est précisément pas une preuve, elle est une trace. Elle est une trace de ce qui s'est passé, et à partir de là, elle construit des discours, elle construit des représentations, et donc elle produit une certaine manière de voir la réalité, de se représenter la réalité. Et ça n'est justement pas la réalité elle-même qui, en fait, dans notre perception, on a toujours une subjectivité, et on passe toujours par une analyse, par une analyse de cette réalité qui du coup est autant alimentée par les images que par du vécu, que par plein d'autres choses. Donc le présupposé en fait du texte de loi, qui est celui de faire de l'image une preuve, montre en fait tient finalement en fait un même discours qui est celui de ceux qui veulent qui est celui qui s'oppose au fond de ceux qui s'opposent aussi à la loi, au nom de il faudra bien de toute façon filmer un moment les policiers pour avoir une preuve de ce qu'ils ont fait et de ce qui s'est passé. Alors que ça n'est justement pas si évident, mais là on parle du statut de l'image en fait, du statut de l'image dans un discours qui pour le coup est juridique, mais qui est aussi politique et qui est plein d'autres choses. Est-ce que considérer du coup l'image comme une trace serait... Déjà, qu'est-ce que ça impliquerait en tant que citoyen, citoyen spectateur en l'occurrence, qu'est-ce que ça impliquerait comme vraie différence, le fait de considérer l'image comme une trace, là où globalement aujourd'hui, dans les discours et dans les manières de le formuler, on considère l'image comme une preuve?
Eh ben, je pense que la différence fondamentale, au fond, elle se joue dans le fait que la trace n'a pas justement n'est pas, il n'y a pas de vérité substantielle, c'est-à-dire que l'image, elle est jamais univoque, elle est jamais, on peut pas dire, après tout, vous voyez bien, vous avez bien vu, c'est la vérité, ça s'est passé comme ça. Justement, il faut aussi argumenter sur qu'est-ce qu'on a vu dans l'image, pourquoi on a vu ça, et peut-être que d'autres personnes ont vu d'autres choses. Il y a, je dirais que par exemple, ce qui s'est passé très dernièrement sur Twitter, c'est-à-dire la diffusion des images par l'association France Presse, qui a diffusé donc des images de policiers en feu, puis ensuite les critiques des médias et de ceux qui sont contre la loi sécurité globale, ont montré un autre cadrage du même événement. Alors là, je vous montre, excuse-moi Simon, je te coupe juste parce que je montre aux gens donc la première image, celle diffusée par l'AFP, qui montre donc, ou en tout cas, on voit, alors pardon, on voit, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on voit hein, pour le coup, hein, on voit un policier en feu. Alors là, bon, je prends au sens très littéral, c'est-à-dire au premier niveau. Là, c'est un problème de perception en fait entre les deux images. C'est-à-dire que sur la première image, finalement, la flamme se superpose sur le policier par le cadrage et par la profondeur de champ qui aplatit la flamme sur le corps du policier. Et quand on regarde la deuxième image, le cadrage de profil montre que la flamme a lieu 3-4 mètres devant lui, et qui donc, peut-être moins même, on se rend pas bien compte, mais qui en tout cas n'est pas sur lui. Alors la question n'est absolument pas... Alors je précise quand même, hein. Donc vous avez vu les deux images. La question n'est absolument pas de dire en fait ce policier n'était pas en danger, en fait il y avait rien. C'était pas ça, c'est absolument pas ça notre propos. Hein. Tant que sur les faits, c'est assez complexe. Enfin, je sais pas il y a quand même débat encore sur si l'explosion vient du policier lui-même ou pas. Oui, tout à fait. Mais donc, c'est là aussi où on voit, disons, le premier niveau, c'est un problème de perception, et le deuxième niveau, c'est un problème d'interprétation. C'est-à-dire que aucune des deux images n'est prête, en fait, à rendre compte d'une réalité qui s'est passée. Et ces images sont utilisées de part et d'autre comme preuve de, voilà, ça s'est passé comme ça. Alors qu'en fait, elles servent à justifier des positions politiques et à justifier un point de vue sur le réel. C'est ça qui, en fait, qui me paraît essentiel, et c'est pour ça que ce ne sont que des traces. C'est-à-dire c'est des outils, et les images ne possèdent pas donc de vérité en elles-mêmes. La vérité des images naît en fonction des usages qu'on en fait. Je trouve que l'exemple que tu as choisi est quand même extrêmement éclairant, même si effectivement se pose de manière assez concrète la question d'une situation. On voit très bien à quel point ici c'est une question de perception, de point de vue, et en fait à quel point même quand on a l'impression d'avoir le champ et le contre-champ, il reste une insuffisance. Il reste toujours des insuffisances, puisque finalement une image aura toujours son hors-champ. Et une image est tout aussi déterminée par ce qu'elle montre que ce qu'elle ne montre pas, que les regards qui se portent dessus. Et les regards, c'est aussi des interprétations et des discours. Tout à fait. Donc je trouve que c'était un exemple vraiment, vraiment éclairant sur quelque chose en plus qui s'est passé très récemment et qui fait partie un petit peu de l'émulsion dont on parlait tout à l'heure. Moi, je pense que de toute façon, il faut être méfiant, en tout cas, dans tous les discours qui veulent substantialiser une vérité, en fait. Donc, à partir du moment où on dit cette image-là n'est pas la vérité, celle-ci est plus la vérité que celle-là, on commence tout de suite à hiérarchiser des images à partir de choses à partir de sujets qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec elles, en fait. La vérité, elle s'organise autour de ce qu'on fait voir, de ce qu'on donne à voir, et de comment on le fait voir aussi. Alors après, il y a cette idée aussi que tout à coup, on essaye, ou en tout cas, on voit se dessiner une manœuvre du pouvoir, et tu le disais d'ailleurs, hein, on voit très bien que ici, l'image est au centre de questions de pouvoir assez complexes, et où tout à coup, confisquer une image, c'est un geste du pouvoir pour reprendre le pouvoir sur les images. On a cette idée qui justement voit se dessiner la disparition d'images qui semblent aujourd'hui nécessaires pour la survie d'une certaine démocratie, c'est-à-dire on voit un petit peu un avenir sombre dans lequel
certaines images ne pourraient plus être diffusées, et que ces images, justement, font partie des derniers outils qui restent pour certains citoyens pour se défendre. Et pour tout simplement rappeler ce qu'ils vivent. Donc, en fait, finalement, ce qu'on dit sur la trace, sur le fait que les images ne sont pas des preuves, etc., il faut quand même leur redonner ce pouvoir-là et quelque part cette capacité de rendre à certains une vérité, une part de vérité de leur existence. Et je ne sais pas exactement comment dire la chose, mais en tout cas, il y a un petit peu ce côté désespéré de l'image et qui, si elle conservait, en plus avec Internet, il y a quelque chose d'accentué, cette capacité d'être diffusée par tous, d'être filmée par tous, diffusée par tous, elle garderait cette espèce comment dire, les blancs font partie du live, hein, j'essaie de réfléchir en même temps, mais l'image permettrait à tout le monde de trouver une espèce d'espace commun où une forme d'équité, plus que d'égalité d'ailleurs, pourrait continuer à exister, puisque tout à coup chacun pourrait rendre compte de quelque chose qu'il a vécu. Il pourrait pas le redonner à vivre, il pourrait pas en donner une preuve, mais il pourrait justement en donner une trace. Tout à fait. Pour le dire plus concrètement... avec cette idée, c'est que les images, en fait, elles ont un des grands pouvoirs politiques qu'elles ont, c'est de pouvoir se constituer comme sujet. Donc, comme sujet politique d'une part, et puis comme sujet aussi individuel certainement, parce que elles ont ce pouvoir de montrer des choses et de pouvoir et aussi de mettre en relation des choses, en fait. C'est-à-dire que précisément on choisit certaines images plus que d'autres. Précisément, en fonction de qui on va soutenir, on va choisir l'image qui est prise de profil ou celle qui est prise de face devant ce policier. Parce que ça nous constitue en tant aussi que sujet politique. Et privatiser, en fait, confisquer, privatiser les images et enlever en fait aux gens la possibilité de produire des images qui dénoncent, qui permettent aussi de réfléchir sur certaines questions, c'est toujours un moyen d'enlever ces pouvoirs de subjectivation, quoi. Et on voit bien que du coup l'image est en fait elle est liée non seulement à un pouvoir politique, mais qui s'articule aussi avec une capacité individuelle, d'autant plus à l'heure des réseaux où finalement n'importe qui peut prendre une image et la poster et donner à voir quelque chose. Ouais, merci, tu m'as sauvé. Parce que là, j'étais un petit peu parti en pédalage dans la semoule, pour le dire très clairement, c'est exactement ce qui se passait. Mais oui, tu as très bien continué ma phrase en fait avec et là, on voit que en fait, les images sont aussi un acte de résistance, en fait. Enfin, produire une image, c'est faire acte de résistance, précisément dans une guerre qu'il y a entre les images, quoi. Justement, sur un même sujet comme ce policier en feu, on a deux points de vue différents. Et deux points de vue autant géographiquement placés, qui sont du problème de la perception, que deux points de vue politiques sur, en fait, cette situation qui se donne presque comme une allégorie, en fait, de ce qu'on est en train de vivre actuellement en France dans les conflits entre l'État et ses citoyens. Oui, c'est toujours intéressant les espèces de collusions syntaxiques ou de langue qui peuvent se jouer, et à quel point cette notion de point de vue, quand on parle d'image, prend un sens assez significatif. Comme tu le disais, c'est que quand on parle de ces problématiques de vérité, effectivement, il est absolument question du point de vue en termes de lieu. C'est-à-dire que, en fait, pour reprendre des termes de perception, comme tu disais, c'est toujours une question d'angle, en fait. C'est-à-dire que la profondeur de champ ne va pas donner le même effet en fonction de l'angle qu'on se donne. C'est-à-dire que sur la première image, effectivement, la profondeur de champ ne permet pas de voir qu'il y a une distance dans la profondeur entre le policier et la flamme, là où le second angle va permettre de donner une certaine largeur, et c'est donc sur le sens de la largeur qu'on va pouvoir distinguer l'espacement entre deux objets, et ce qui permet d'observer ça, c'est justement la différence de point de vue. Et puis l'idée qu'un point de vue, un point de vue, c'est aussi tout à coup quel discours on va donner à ces images et à ces différences. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va dire précisément de ces différences-là, ou du fait qu'on va volontairement
ou involontairement d'ailleurs, ignorer ces différences et ces écarts. Et en fait, c'est l'annulation, ou en tout cas la minimisation de ces écarts-là qui peuvent amener à considérer qu'une image détient une vérité, puisque finalement, quand on n'a qu'une seule image d'un événement par exemple, il est difficile, et on ne dit pas que c'est facile d'ailleurs de prendre de la distance, etc. Hein, c'est pas toujours facile. Mais typiquement, quand il n'y a qu'une seule image qui existe d'un événement, qu'un seul point de vue, qu'il soit justement un point de vue visuel ou un point de vue idéologique, il est très difficile de prendre du recul et d'essayer d'imaginer que la réalité peut être autre, ou en tout cas peut être plus large que le cadre auquel on a accès. C'est aussi assez important puisque le sens des images est effectivement produit par tout un tas d'autres images qui viennent en renforcer certaines lignes ou aussi des discours. D'ailleurs, ces images-là sont plutôt utilisées pour illustrer des discours, globalement. Et c'est vrai que du coup, on prive en même temps les images d'une certaine vraie puissance de subversion, en fait, je pense, des deux parties, en voulant la réduire à ce qui s'est réellement passé. Comme si l'enjeu, c'est un des enjeux, effectivement, de savoir ce qui s'est réellement passé, mais c'est aussi un des enjeux de savoir comment on a produit la représentation de cette réalité. Absolument. Bon, alors, après avoir parlé de tout ça, va se poser la question forcément des perspectives qu'on peut se donner là-dedans, puisqu'on a un petit peu parlé, on va dire, d'images qui existent déjà, d'une certaine manière de faire, d'un certain régime d'images. Globalement, on vous a montré que 2 images, mais par rapport à ce qu'on a évoqué, et justement ces 2 images qu'on vous a montrées, vous comprenez bien que globalement, ce dont on vous parle, ce sont des images qui se multiplient, que l'on voit beaucoup dans différents espaces de représentation, dans différents espaces de diffusion, et ces images semblent terriblement et tragiquement être toujours les mêmes. Il y a un peu un processus de répétition, et voire même de lassitude qui s'installe, ce qui peut être relativement dangereux, mais par exemple, lorsqu'on arrivait à la 5e, 6e, 7e semaine de manifestation des Gilets jaunes, on voyait aussi s'installer une forme de banalité des images, d'une banalité des images qu'elles portaient, de la violence que ces images portaient, pardon, parce que les images étaient toujours les mêmes, elles se répétaient, et on avait quasiment l'impression qu'entre les 2 séries de fiction qu'on pouvait voir à la télévision, en zappant sur BFM, on avait notre nouveau rendez-vous avec des images auxquelles on allait finalement finir par s'habituer. C'est marrant parce que, pour le coup, je trouve que les Gilets jaunes a été un truc très symptomatique. Je pense que c'est de là, en fait, que vient effectivement tout ce conflit qu'on a autour des images actuellement. Enfin, c'est un vieux conflit, mais ce que je veux dire, c'est que les enjeux se sont vraiment noués là, en fait. Et qu'aujourd'hui, si ça a autant d'importance, ça vient de ce truc des Gilets jaunes, puisque, en fait, ce que les médias ont fait, globalement, c'était enfin, je trouve, hein, c'est une analyse qui vaut ce qu'elle vaut, mais ça a été de représenter globalement les Gilets jaunes contre les forces de l'ordre comme un état plus ou moins de guerre civile. Où on avait quelque chose de plus ou moins apocalyptique, où on avait l'impression que Paris s'effondrait, que les rues étaient saccagées et tout, ce qui est certainement tout à fait vrai d'une part, mais de là mais je dirais que on a essayé de donner, voilà, du coup, on a essayé de produire une image de ce conflit comme étant celui d'une stasis, d'une guerre civile. Alors que, bon, d'une part, c'est pas la définition d'une guerre civile, puisque les Gilets jaunes n'étaient pas des groupes armés structurés contre l'État, mais que on a vu de part et d'autre, en fait, entendre des voix qui essayaient de décentrer un peu cette représentation-là. Je pense entre autres à une intervention qu'avait fait Juan Branco sur BFM TV, où évidemment qui soutient le mouvement des Gilets jaunes et qui du coup essayait de déplacer un peu le discours et la représentation qu'on faisait de ces événements vers autre chose. C'est un moment où les Gilets jaunes ont défoncé la porte d'un ministère, et Juan Branco parlait d'une action carnavalesque. Carnavalesque dans le sens vraiment du carnaval du Moyen-Âge, qui est une fête qui normalement inverse les rôles entre les puissants et le peuple, entre les nobles et le peuple se permet de frapper d'autres personnes qui sont déguisées en nobles. Et du coup, c'était assez amusant d'avoir une
une tentative en tout cas de déplacer, de représenter l'événement à partir d'autres mots, à partir d'autres images. Et je pense que c'est ce qui se joue en fait aujourd'hui, et c'est sur ce terrain-là qu'il y a quelque chose à faire. Parce que je suis même pas convaincu que finalement les images qu'on a vues sur Internet, la plupart qui ont circulé sur le mouvement des Gilets jaunes, je pense surtout aux images par exemple qu'il y a eu des collégiens agenouillés devant les policiers, ce genre de choses. Il y avait quelque chose de vraiment où le but était de montrer que l'État devenait totalitaire, quoi. Oui, il y avait vraiment une imagerie un peu à la Goya. Ouais, j'allais dire, on a l'impression qu'il y avait une iconographie qui était presque volontairement convoquée, en fait. Oui, tout à fait. Mais en fait, que ça a été consciemment ou inconsciemment fait, c'était très judicieusement fait. D'un côté, on avait les médias dominants qui représentaient l'événement comme une guerre civile, et du coup réellement problématique, et qu'il fallait gérer, que l'État devait prendre en charge pour gérer, pour s'imposer. Et d'autre part, on avait, l'État est en fait totalitaire, et on reprend des imageries, des pelotons d'exécution, des choses comme ça. Et ça a permis d'articuler deux discours contradictoires. Je trouve que par exemple, pour le coup, Juan Branco avait proposé quelque chose d'assez étonnant en fait, qui sortait de ces deux grands clichés qu'on a eu pendant ce moment. Mais je me rappelle qu'on avait discuté d'un truc en préparant cette émission, c'était le fait que puissent s'articuler justement différents points de vue en termes de discours à partir de mêmes images. Et tu parlais de guerre civile, et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ces mêmes images et de cette même puissance que se dégage de l'imagerie d'une guerre civile, on a les deux parties en fait qui peuvent se nourrir de ces images. C'est que d'un côté on va montrer la guerre civile d'un côté entre guillemets du pouvoir comme étant l'effondrement d'un modèle qui se fait sur la violence, la barbarie, et qui donc est absolument pas souhaitable, et les mêmes images vont servir vraiment à un modèle montrer... Oui, on avait de la fumée, on avait juste des ombres, des flammes, et c'était vraiment ça qui était présenté dans les et en fait, les mêmes images vont servir à galvaniser des gens qui justement vont pouvoir lire dans ces images une espèce de puissance révolutionnaire, une espèce de joie dans la destruction, qui finalement montre des choses qui prennent feu, et l'horizon de Paris qui est rouge à la fois du feu des voitures qui brûlent au loin et de l'aube qui pointe le bout de son nez, comme une espèce d'horizon d'un nouveau jour qui se lève, et du coup d'un monde entier à reconstruire. En fait, dans les mêmes images, on a déjà deux points de vue en fait, qui peuvent, en tout cas, enfin, on n'a pas deux points de vue dans une image, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, s'il vous plaît. Ce que je veux dire, c'est que dans ces deux images, on a vu que les deux parties, entre guillemets, si on coupait en deux, qui incarnaient deux points de vue, avaient réussi à extraire une vérité, leur vérité, de ces images. C'est vrai. Et la notion de guerre civile, elle est assez parfaite, parce qu'en fait, finalement, on a presque l'impression que les deux parties le revendiquaient. C'est que d'un côté, il y a le pouvoir qui disait oui, c'est une guerre civile, c'est horrible, et d'un autre côté, pas mal de gilets jaunes qu'on pouvait entendre dire oui, c'est la guerre civile, c'est trop bien, quoi. Genre, on reprend le pouvoir par ce biais-là. Et le pouvoir dit, nous, on le perd. Donc, tu évoquais cet exemple de la notion de carnavalesque qui était convoqué pour tout à coup donner un nouvel éclairage sur une situation, avec un mot qui renvoie à une imagerie. Ça sert évidemment aussi à minimiser d'une certaine manière le truc. Oui, c'est carnavalesque, une fête, c'est vrai. Donc on est plutôt sur le registre d'une émotion positive, ce que les Gilets jaunes ont beaucoup revendiqué, mais qui nous vient finalement qui est assez traditionnel dans la représentation quand même des mouvements populaires de contestation, qui justement les médias qui sont contre essayent plutôt de montrer la haine, la violence et tout, alors que d'autres vont essayer plutôt de représenter la joie ou une colère, mais une colère légitimée par une tristesse, par ce genre de choses. Enfin, on pourrait presque voir un truc, finalement, penser à un film d'Eisenstein aujourd'hui à partir de ces images-là. Ça serait pas incohérent, quoi. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est très vrai. D'ailleurs, on voit que le cinéma... D'ailleurs, ça c'est un truc qu'on n'a pas discuté au préalable, mais c'est vrai que on sent que le cinéma a déjà un peu de mal et va avoir du mal, puisque évidemment le cinéma est toujours à la traîne. Le cinéma en direct, c'est quand même compliqué. En tout cas, c'est très marginal, et on parlera peut-être un peu de cinéma direct avec Wiseman, dont on va vous recommander, ou pas d'ailleurs, le visionnage d'un film qui s'appelle Law and Order, mais on y reviendra. Mais c'est vrai que le cinéma semble assez embarrassé avec
avec ces images-là précises, ce régime d'images, etc. Parce qu'on voit émerger soit des documentaires qui semblent... Je sais pas si tu as vu, par exemple, Un pays qui se tient sage. Non, j'ai très envie de le voir. David Dufresne qui, pour le coup, là, prend un parti assez... C'est peut-être un des derniers films qu'on pourra avoir de cet ordre-là, si la loi passe, justement. Oui, tout à fait, parce que là, pour le coup, c'est vraiment un film sur la répression, et notamment la répression par la violence, donc sur les violences policières. Et là, on sent finalement que le film se présente... Alors, je l'ai pas vu, hein, je parle vraiment de l'impression que donne le film lorsqu'il est délivré, c'est d'utiliser les images, justement, pour apporter un contre-discours à ce que le gouvernement, l'État semble vouloir, justement, écraser par rapport au fait que le film sort à un moment où Darmanin, qui est en place depuis très peu de temps, prétend s'étouffer au moment où il entend parler de violences policières. On a toujours l'impression finalement que ce cinéma-là va toujours être en réponse et toujours là pour venir contredire une parole, comme s'il y avait une condamnation à venir produire un discours en premier. Et qu'on était toujours dans la réponse, dans la contradiction de dire mais non, en fait, il y a autre chose. Et finalement, on a l'impression que le premier discours est toujours celui qui se fait aux dépens de ceux qui sont ensuite présentés comme les opprimés, les oppressés, et qu'on a besoin de défendre par l'image. Et l'image est beaucoup plus souvent utilisée, notamment sur ce que nous, on peut observer très pragmatiquement sur les réseaux sociaux, et l'image est très souvent et beaucoup plus utilisée pour défendre justement des gens qu'on va d'abord accuser, ou alors dont on va minimiser la souffrance. Les discours pro-policiers ou anti-policiers, hein, du reste. Hein. C'est oui, absolument. Le discours pro-policier essaye de montrer les violences que subissent les policiers, alors que les discours anti-policiers essayent de montrer les violences qu'ils commettent. Et finalement, c'est peut-être justement là où le cinéma a peut-être aussi une carte à jouer, c'est de pouvoir de prendre ce temps justement pour proposer d'autres figurations, d'autres représentations de... Alors justement, venons-en, puisque le dernier point qu'on voulait vous partager, c'était les perspectives qu'on peut se donner. Le temps que Simon retrouve son image... le temps que Simon retrouve son image, justement, on voulait se poser la question du contre-champ. Du contre-champ comme une résistance possible à cette domination d'un certain régime d'images qui sont un peu toujours les mêmes, celles qu'on évoquait il y a quelques instants, en zappant sur BFM ou en scrollant sur Twitter, ou sur, en fait, quels que soient les réseaux sociaux, quelles que soient les sources d'informations qu'on se donne, on a l'impression que c'est toujours le même régime d'images qui nous est proposé, la même manière de filmer, de montrer les choses, etc., qui effectivement peuvent trouver une résonance et une utilité dans le fait qu'elles vont permettre justement de garder la trace d'un événement qui aurait pu être minimisé si on n'avait pas justement cette trace. Mais maintenant que tu es de retour, je te pose cette question. Comment est-ce qu'on peut se réapproprier ces images aujourd'hui ? Alors, le but, c'est pas forcément de donner une réponse univoque en disant il faut faire ça, on n'est pas là pour faire un tuto YouTube... Comment se réapproprier les images de notre monde, comment se donner une image, etc. On ne fait que ça, se le réapproprier en réalité. Alors comment faire pour essayer de sortir un petit peu de cette boucle infernale où chaque image semble être la réponse d'un discours, ou alors le discours semble être la contradiction d'une image? Je sais pas, je pense que ça c'est à chacun de le découvrir d'une part, parce que c'est à chacun de produire aussi sa représentation du monde peut-être. Je sais pas si la question est posée. Comment répondre elle est peut-être très mal posée. Non, en fait, j'ai déjà été trop précis dans la question, mais la chose c'était plutôt de s'interroger sur comment faire un contre-champ exactement comme... comment faire un contre-champ. Allons-y. C'est-à-dire peut-être reprendre ces images qui existent déjà, ou en produire de nouvelles, je sais pas, ça peut être aussi une solution si on n'a pas assez d'images, si toutes ces images se ressemblent justement trop, il en faudra en produire d'autres, mais on peut aussi penser à des réalisateurs qui font un travail en reprenant des images et en les associant à d'autres pour en produire des sens différents. C'est justement
c'est justement cette force qu'on a, que les images ont et qu'en fait nous on a en tant que producteur d'images. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde est producteur d'images. Comme là, par exemple, on produit des images dans un dispositif ultra élaboré, mais voilà. On fait ce qu'on peut, écoute. Hein. On fait ce qu'on peut. Moi, j'ai fait un surcadrage gris, c'est stylé. Hein. Oui, c'est vrai. Et en fait, il y a ce truc de révéler dans les images quelque chose qui n'était pas vu, qu'on n'a pas vu. C'est-à-dire que ces discours-là enferment les images dans une visibilité qui est toujours la même. C'est pas ces images qui se ressemblent toutes. C'est en fait les discours qui les bloquent et qui les enferment dans un sens qui est déjà présupposé à ces images. Alors que justement, ce qu'on peut faire, c'est se réapproprier ces images justement par des usages qui passent par la pratique, mais qui passent aussi par les discours. Et comme on est autant producteur d'images que spectateur d'images, en réalité, le spectateur d'images est lui-même reproduit ces images dans sa tête, reproduit ces images en l'articulant à d'autres discours, en jugeant de ce qu'il voit. Et en fait, on le fait tous selon certains biais. Et ce qui est intéressant, c'est de sortir disons un peu de ce carcan discursif qui est où on est dans une guerre civile qui nous mène à l'apocalypse, où on est dans une guerre civile qui est celle d'un État totalitaire, où voilà. Et en déformant ces images, en se les réappropriant, en les réarticulant à partir d'autres choses, on pourra peut-être révéler des choses qui n'avaient pas été vues, quoi. Enfin, je sais pas. Non, mais... Je pense à des réalisateurs. Alors, c'est marrant parce que la loi sécurité globale, elle s'accompagne d'un autre point en réalité qui est celui de la... qui est totalement dans notre sujet, qui est celui des caméras de vidéosurveillance. De leur prolifération. Et donc, c'est très amusant de se dire, bon, alors, je sais pas exactement comment c'est légitimé, mais on a la sensation qu'une caméra impersonnelle qui serait au service du pouvoir et de l'ordre serait plus légitime qu'une caméra subjective de quelqu'un qui pourrait finalement utiliser ces images au fond comme si la caméra de vidéosurveillance, parce qu'elle est mécanique, est parfaitement objective. Donc on revient sur ce truc de, au fond, on a des images qui sont des preuves, alors qu'en fait pas du tout, puisque ça correspond à des régimes d'images qui ont été très travaillés par différents philosophes, entre autres ce qu'on appelle la panoptique, c'est-à-dire le fait de pouvoir tout voir en même temps, et qui est communément admis comme la forme de visibilité propre aux dictatures et au contrôle. Donc moi je pense par exemple à un film qui est sorti assez récemment et qui a été assez peu vu parce que je pense que ça n'intéresse en fait pas grand monde. C'est d'un réalisateur chinois qui s'appelle alors le film s'appelle, j'ai oublié le nom du réalisateur, mais le film s'appelle non, je sais même plus. Alors le film c'est Dragonfly Eyes. C'est ça. Et le réalisateur s'appelle Xu Bing. Xu Bing, voilà. Et du coup, c'est un film qui reprend qui se fait qu'à partir d'images de vidéosurveillance et qui essaye d'extraire de ces vidéosurveillances des moments, des instants qui ne sont plus de l'ordre du contrôle, qui donnent la sensation que ces images ne sont précisément plus des images qui viennent contrôler des vies, contrôler du visible, organiser une société, mais précisément narrer une histoire à partir de ces images, que ce soit des images de paysages, que ce soit des images d'intimité entre des gens, et qui du coup confronte en même temps ce dispositif qui est celui d'un pouvoir exercé sur des corps à une résistance des corps à ce pouvoir, à précisément des corps qui font quelque chose à l'écran qui enraye le dispositif panoptique. Mais bon, on pourrait citer plein de films comme ça, en fait. Je pense que justement, normalement, à la fin, on voulait vous délivrer quelques conseils de films, de lecture qui peuvent donner justement des perspectives et des contre-champs par rapport à tout ce qu'on évoquait. Donc ça, c'est un exemple. C'est exactement ça, c'est que si les images sont un écran, si les images sont en fait quelque chose qui masque une partie de la réalité, c'est pas qu'il y a une réalité derrière, mais c'est que tout le temps, il y a un hors-champ, en fait, dans l'image. Et que le contre-champ, c'est justement ce moment où on déplace la caméra pour montrer ce qui n'avait pas été montré sur la première. C'est-à-dire que
c'est un travail de mise en relation en fait des éléments visibles. Et je pense que c'est à partir de là que naissent des possibilités de subvertir des images qui sont ou problématiques pour nous, parce que finalement, si les seules images qu'on aura de violences policières sont celles des caméras de vidéosurveillance, il faudra bien en faire quelque chose. Absolument. Est-ce que tu as d'autres... on évoquait par exemple Frederick Wiseman, qui a fait très tôt dans sa carrière, donc c'est un grand documentariste américain, qui a été très important dans le mouvement du cinéma direct, qui est un cinéma documentaire assez radical, qui place sa caméra au cœur d'un sujet et qui se donne pour ambition de limiter au maximum la médiation entre ce qui est filmé et ce que le spectateur va en percevoir. Et donc son deuxième ou troisième film, troisième film qu'il fait à la fin des années 60, je crois que le film sort en 69, s'appelle Law and Order, et le film justement prend pour sujet une petite brigade de police aux États-Unis. Alors je me souviens, je crois que c'est en Californie si je dis pas de bêtises. Je sais même pas. Je crois que c'est en tout cas c'est dans des zones assez pauvres quand même globalement, mais alors, si je dis pas de bêtises c'est en Californie. Mais en tout cas voilà, Wiseman se retrouve embarqué avec ces quelques policiers qui sont montrés au cours de séquences relativement courtes en fait, et puis on voit rarement ou presque jamais deux fois le même policier, on voit rarement deux fois la même situation, et donc il va filmer un petit peu le quotidien des policiers. Donc on est assez paradoxalement placé du point de vue a priori des policiers, puisque c'est eux qu'on suit littéralement sur le déroulement de leur journée, sur leurs actions. Et en fait, on se rend compte à quel point le film semble assez rapidement et très étrangement montrer des choses qui ne leur portent pas honneur du tout. Et c'est un film assez troublant à revoir en 2020 d'ailleurs, quand on voit certaines images qui rappellent assez douloureusement quelques images récentes, et à quel point on se retrouve en tant que spectateur démuni face à des histoires qui se répètent en fait, et une violence qui est éternelle, qui est faite toujours contre les mêmes personnes, et toujours de la même manière en réalité. Il y a des scènes assez violentes dans le film d'ailleurs, et même je le recommanderais même pas à tout le monde en fait, juste par rapport à ça, parce qu'il y a quelques séquences qui sont vraiment difficiles. Je sais pas toi ce que tu penses de ce film de Wiseman, si c'est un film qui en 2020 retrouve une certaine... il a une complète actualité dans le sens où il décrit assez bien en fait en 60 aux États-Unis des choses qu'on est en train de vivre aujourd'hui en France, et que les Américains subissent encore, hein, puisque évidemment tout ce problème s'articule aussi par rapport aux morts qu'ont commis les... Il y a quand même une séquence terrible où il y a une jeune afro-américaine qui est arrêtée dans une chambre d'hôtel. On comprend après que c'est une prostituée. Et puis surtout, on comprend après qu'en fait, les policiers n'ont pas grand-chose à lui reprocher. En fait, son arrestation est d'une brutalité hallucinante. La porte est fracassée. Et un policier en civil maintient par le cou la jeune femme, l'insulte, lui parle très très mal. Et cette femme, il lui pose des questions et elle ne peut pas répondre parce qu'elle est étouffée, et la seule chose qu'on arrive à entendre du peu de souffle qui sort de sa bouche, c'est « je ne peux pas respirer ». Donc ça rappelle évidemment la mort tragique et filmée de George Floyd. C'est une séquence qui est glaçante en elle-même et qui est vraiment assez tétanisante justement pour l'actualité qu'elle porte, alors que beaucoup d'éléments dans l'image nous plongent dans les années 60 aussi. C'est un film en noir et blanc avec des caméras légères, etc. Et il y a une espèce comme ça de friction très étrange qui se passe entre les images qui, pour notre perception d'occidentaux du XXIe siècle, sont des images des années 60, et en même temps une situation qui semble surgir tout droit de notre présent absolu, quoi. De toute façon, les images ne font que ça. Justement, quand je disais qu'en fait, les médias, que ce soit des contre-médias ou des médias dominants, ont produit des représentations différentes, ces représentations ne sont pas sorties de nulle part, précisément. Elles plongent dans une iconographie qui fait date déjà, et qui est bien connue historiquement des images sur la représentation de la violence policière. Donc, au fond, on interprète toujours notre réel à partir de choses qui ont aussi déjà existé. Mais c'est aussi pour ça que je pense qu'il faut inventer de nouvelles manières en fait de percevoir. Frederick Wiseman, c'est une chose, c'est peut-être bien, encore que je trouve que le film fait très reportage télé par moment.
Ouais, ouais. Il a un côté très pris dans le. Son rythme est très étrange, le montage est très bizarre, on a l'impression qu'il se force lui-même à ne pas passer trop de temps sur une situation pour des questions de rythme, presque, presque d'un point de vue de l'efficacité, quoi. En gros, cette séquence elle est un peu trop longue, on passe à une suivante, et on a presque l'impression des fois qu'il sacrifie la retranscription pesante d'une situation et qu'il la sacrifie au prix de l'efficacité presque télévisuelle de la chose, quoi. Enfin, en tout cas, c'était mon impression. Est-ce que tu aurais éventuellement d'autres choses à nous recommander? Alors, en termes de films, on discutait aussi, je sais pas si t'as pu jeter un œil au film de Depardieu, notamment deux films que moi, du coup, je vous recommande sans rentrer dans les détails, Faits divers et Délit flagrant. Qui sont justement des documentaires qui est un petit peu dans la foulée de Wiseman, puisque Depardieu, pour son cinéma, a quand même des liens avec Wiseman qui sont assez forts, qui vont justement filmer les institutions de l'intérieur, et ils ont aussi ça en commun, c'est d'avoir pu filmer de l'intérieur des institutions qui normalement ne peuvent pas être filmées, puisque en fait la loi sécurité globale n'est que le prolongement de lois qui existent déjà sur l'interdiction, par exemple en France, de filmer les procès, de filmer la police à l'intérieur des lieux entre guillemets qui sont dédiés à son activité, donc les commissariats, etc. Et donc ces deux-là ont accès à l'intérieur des institutions, ce qui leur donne un point de vue quand même singulier. Donc je vous recommande Faits divers et Délit flagrant. Est-ce que tu aurais des lectures Alors moi, dans les lectures, je pense que c'est le moment de venir à Monzin, c'est ça? Alors, ce n'est pas le moment, c'est ton moment, si toi tu veux en parler. Non, bon, après, moi, j'aime beaucoup cette philosophe, philosophe qui s'est essentiellement intéressée à la base sur les origines chrétiennes de l'image en Occident, puisque en réalité, à l'époque des monothéismes, enfin, disons, en gros, après la Grèce antique, l'Occident est complètement... Enfin, disons que les monothéismes sont iconoclastes, donc c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas d'image. Normalement, la représentation est interdite dans les deux religions monothéismes, à part dans le christianisme. Et du coup, c'est un peu son sujet d'étude au départ. Puis à partir de ça, elle développe toute une philosophie autour de ce que c'est que l'image. Et finalement, tout ce qu'on a dit là pourra se retrouver dans les bouquins de Monzin. Hein. C'est les livres. Alors, je pense que le livre le plus accessible de Monzin, ça doit être L'image peut-elle tuer. C'est un tout petit bouquin. Ah bah voilà. C'est un tout petit livre. Tout petit. Je crois que c'est écrit assez gros quand même dedans, mais dans mes souvenirs, il est pas énorme. Et qui revient sur cette question un peu des discours qui sont là pour légitimer la censure. Parce que ça, historiquement, il y en a eu plein. Il y en a eu au nom de plein de choses différentes. Hein. Platon le faisait au nom de la vérité, les chrétiens l'ont fait au nom de Dieu, et puis aujourd'hui, on le fait au nom de l'intégrité physique et psychique des forces de l'ordre. Mais globalement, les discours de censure se doivent d'être légitimés par quelque chose. Et Monzin revient entre autres sur un point qui avait été assez qu'on entend pas mal même encore aujourd'hui, mais en tout cas je pense dans les années 2000 c'était très très flagrant, c'était celui de les images rendent violentes. Donc ça c'était un truc très à la mode pour discréditer le jeu vidéo entre autres et tout, l'idée de Monzin c'est justement que les images ne portent pas en réalité de position morale en elle-même sur ce qu'elle filme. C'est précisément dans une articulation autour d'autres images, autour de discours, et qu'on peut faire dire moralement ce qu'on veut aux deux images. On peut faire dire moralement « Ah, regardez les pauvres policiers qui se prennent une grenade sur la tronche » ou « Ah, regardez ces salauds qui tabassent. » Et donc finalement, les images ne sont preuve de rien du tout. Donc ce petit livre est assez bien fait parce qu'il reste quand même un des plus accessibles, parce que Monzin ça reste quand même quelqu'un de très ardu, on va dire, philosophiquement. Le vocabulaire est assez technique et c'est pas toujours très simple à lire, mais celui-là est une bonne porte d'entrée, je pense. Et puis j'ai découvert récemment qu'elle avait écrit un livre pour enfants, ce qui je trouve est une démarche oui, parce qu'en réalité elle fait aussi des interventions auprès d'enfants dans l'éducation à l'image, parce qu'elle milite donc pour une réelle éducation à l'image.
Ce qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas à l'heure où ça devrait être une des priorités. Sur cette chaîne YouTube, on en revient toujours à ça, cette chaîne YouTube, en fait. Mais c'est pour ça que nous, enfin, je pense que moi et Louis, on est quand même assez d'accord là-dessus, mais entre autres, notre travail vise à ça, à apporter notre petite pierre à l'édifice que pourrait être une réflexion sur les images démocratique vraiment pour tous. Parce que ça nous engage tous, en fait, autant en tant que spectateur qu'en tant que producteur. Ça, c'est déterminant, et Mondzin milite pour ça. Donc, elle a aussi fait effectivement un livre sur les enfants. Moi, je suis en train de lire Confiscation, des mots, des images et du temps, qui est sous-titré pour une autre radicalité. Et alors, je trouve le titre très à propos, c'est pour ça que je me suis lancé dedans. Alors, j'ai pas eu le temps de le finir pour l'émission, mais de toute façon, je le lis pour moi, etc. Je ne suis pas qu'asservi à cette émission qui dicterait toutes mes lectures. Mais c'est vrai que le titre Confiscation des mots, des images et du temps me semblait très à propos. Et c'est vrai que juste le début du livre qui donne un petit peu un état des lieux et qui donne un petit peu les rouages et la constatation des manipulations des mots et des conséquences très concrètes que ça peut avoir sur comment, par exemple, la modification de certains termes de manière assez anodine peut complètement redéfinir la manière dont ils vont être exploités au sein d'une langue qui va déterminer qui va déterminer en tout cas les actions des gens qui vont employer ces mots dans leur discours. C'est assez édifiant. Bon, j'en suis pas encore arrivé à la partie sur les images, mais en fait, en lisant ça, je pouvais pas m'empêcher de penser à cette notion de violence policière qui aujourd'hui quand même est une notion qui à la base renvoie quand même à une idée assez concrète et qui finalement est facilement acceptable, le fait que des policiers peuvent se montrer violents envers une tierce personne, un citoyen, qui aujourd'hui est une notion sujette à polémique, et où on en vient même à affirmer l'idée que les violences policières n'existent pas, alors même que si on prend énormément de recul et que si on revient à la signification même des mots violence et policière, il semble presque quasiment impensable et même complètement absurde d'imaginer que les violences policières ne peuvent pas exister. Ça reviendrait presque à considérer que la violence et un policier sont deux concepts qui ne pourraient jamais se rencontrer finalement. Donc voilà, c'est une lecture aussi que je peux vous recommander. Après, toute la question, au fond, c'est le problème de la légitimité de cette violence. Mais c'est au fond, dès qu'il y a violence, c'est la question. Oui, mais on vient même parfois la nier. On vient même parfois nier. Policier, oui, c'est ça. En fait, c'est ça. En fait, c'est qu'on a complètement transformé la notion de violence policière. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, on ne se pose plus la question de l'existence de la violence policière, se pose la question de à quel moment elle devient légitime, en fait. Et a priori, ce qu'on nous dit donc, c'est que la violence policière, qui a priori n'existe pas, a déplacé le reste des gestes qu'on peut considérer comme étant violents. C'est-à-dire que maintenant, des gestes qu'on considérait comme violents mais légitimes ne seraient plus de la violence policière. Ce serait, on ne sait pas trop d'ailleurs, ce serait quoi? Ce serait de la violence légitime, ce serait... Bah si, d'ailleurs, c'est certainement d'ailleurs ce qu'on appelle maintien de l'ordre en réalité. Voilà une expression toute faite pour parler de ces gestes violents qu'on a complètement dépossédés justement de leur appartenance au champ de la violence parce qu'on en a retiré le mot. Bah écoute... Voilà, petit blanc, mais ça me permettait de boire. Écoute Simon, je sais pas si t'as d'autres petites pierres à apporter à ce petit édifice. Non, rien de... Moi je voulais terminer sur un peu de lecture. Alors avant ça, je tenais quand même à remercier les gens qui nous ont suivis, puisque vous avez été 7 spectateurs à être relativement fidèles. Il y a eu d'autres spectateurs qui sont arrivés au fur et à mesure et tout, mais vous avez toujours été à peu près 7, donc... ça veut a priori dire que vous avez suivi la discussion de bout en bout, donc je vous en remercie. Évidemment, on prend tous les conseils, donc si jamais vous avez des recommandations, des conseils sur la manière dont l'émission s'est déroulée, la manière dont on a pu discuter, et dont les choses se sont structurées, etc., n'hésitez pas à nous les donner. Aujourd'hui, c'était un sujet vraiment sérieux qui nous tenait à cœur. Comme vous l'avez vu, c'est pas toujours le ton de cette chaîne ou des émissions, mais pour nous, c'est extrêmement important d'avoir un espace sur lequel on peut aussi très spontanément venir parler de choses qui nous semblent importantes, etc., et de pas toujours être sur la même tonalité. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, hein, on a parlé d'un sujet très sérieux, mais bon, rien n'empêchait quand même d'être entre personnes qui s'apprécient et qui peuvent aussi prendre beaucoup de plaisir à parler de ces choses-là.
Moi, ce que j'avais envie de vous lire avant qu'on se dise au revoir, c'est un très très court extrait qui clôture un article de Marie-Josée Monzin. Donc, c'est une des autrices qu'on avait envie de vous partager ce soir. Et donc, c'est un article qu'elle a publié dans alors, c'est une revue voilà, qui s'appelle Images documentaires, publiée en 1999. Et ce texte qui porte sur en fait le droit à l'image, et qui est un article qui s'interroge sur la légitimité même de cette notion de droit à l'image. Alors je le dis peut-être pas très bien, mais c'est la fin de l'émission, et puis de toute manière j'allais vous recommander d'aller lire cet article. L'article en tout cas se termine sur un paragraphe qui me semblait assez à propos, puisqu'il dit quelque chose de la situation, mais c'est aussi un appel à justement s'emparer des outils pour se réapproprier des images. Donc je la cite. « Aujourd'hui, au nom des victimes et de la dignité des innocents, au nom de tous ceux que la réalité humilie, bafoue et extermine, on plaide contre des images coupables. Or, c'est l'image aujourd'hui la grande victime. Comme sont victimes aujourd'hui la pensée, la liberté et la responsabilité de chacun. Dans un pays où la philosophie est réduite à l'état d'élucubration, la pensée est menacée, et avec elle, tous les trésors de la gratuité et du don, tous les courages et les risques de la création. L'image sera libre ou elle ne sera pas. On nous annonce qu'il vaut mieux que pour le pouvoir qu'elle disparaisse ou qu'elle n'existe que dans les sphères d'un contrôle lucratif. Qu'on cesse dès lors de parler de droit et d'image, là où il n'y a plus d'images, mais seulement des objets visuels négociables. Il ne s'agit que de la monnaie visuelle qui ne gagne que dans le protectionnisme. L'image est faite de regard et de courage. L'un et l'autre doivent se construire jour après jour dans les écoles, dans les cinémas, dans l'échange des paroles et des images, habités par le souci de liberté pour la communauté. Tout le reste n'est que prétexte et mensonge pour dissimuler le cynisme financier et l'incompétence iconique. » Voilà de quoi vous inviter à vous réemparer de ces images pour le bien de la liberté et de la communauté, et donc de s'interroger sur la manière dont les projets de loi, le gouvernement, l'État cherche dans sa propre légitimité à repenser les images et à redéfinir notre rapport concret à l'image, et à quel point il est important de s'interroger sur les rapports entre l'image et le pouvoir, et de ramener aussi parfois des questions esthétiques sur le devant de la scène pour voir comment les questions d'esthétique et de politique sont intimement liées, et à quel point ces questions-là peuvent avoir un impact et un rôle assez concret sur la manière dont nous expérimentons et nous vivons ensemble dans ce monde qui évolue d'une manière qui parfois dépend aussi de nous. Merci Simon d'avoir été avec moi. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve normalement assez rapidement sur cette chaîne pour d'autres directs, d'autres discussions sur plein d'autres sujets. Si vous avez envie de participer, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne soirée, et je vous rappelle, pour ceux qui arrivent en cours de route, que Simon a lancé récemment sa chaîne YouTube, et qu'il est très très important d'aller la voir pour votre santé intellectuelle et pour réfléchir à tout un tas de sujets passionnants, et aussi de s'interroger sous un angle un peu inhabituel à propos de sujets de pop culture. Désolé, hein, je sais que le terme pop culture, mais en l'occurrence les premières vidéos c'est un peu ça. C'est pas grave, c'est pas un mal en soi. Mais c'est super intéressant en tout cas d'avoir un angle un peu différent sur des sujets un peu communs, et on a l'impression d'en entendre tout le temps parler, mais pour le coup toi tu prends des angles qu'on a peu l'habitude d'entendre. Je vais vous laisser partir, il est temps. J'ai déjà bien trop parlé pour cette conclusion, j'ai déjà bien trop parlé pour aujourd'hui et ce soir. Merci à Franck, merci à Noémie qui étaient là, qui nous ont écoutés, merci Simon d'avoir été encore une fois présent. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront, à la fois les podcasts et les cinéphiles qui vont continuer à sortir, et aussi des directs. Normalement c'est le lundi soir, mais bon, parfois comme vous pouvez le voir, il y a un intérêt à être abonné pour être prévenu lorsque le programme est un petit peu changé. Merci à tous encore une fois, j'ai beaucoup trop dit merci, ce qui est signe qu'il faut se dire au revoir, et donc je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Ciao. Et bonne nuit.